Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, je suis Xavier Teichmann, vous êtes sur Respect et j'espère vous transmettre une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui avec notre invité qui s'appelle Morgan Dawans. C'est bien ça ? Dawans. Dawans, c'est comme ça que je dois le prononcer ? C'est un peu comme d'avance, mais avec un W. Ok, Dawans, très bien, parfait. Avant de te demander de te présenter, je vais simplement expliquer pourquoi tu es ici invité à notre podcast. Mais simplement, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a pour ambition d'offrir à chaque participant de notre podcast un polo. Le polo qui reflète l'équipe de laquelle il fait partie. C'est l'équipe des personnes qui se bougent, qui ont décidé de faire quelque chose et d'avoir un impact positif sur la société. Et en faisant des recherches sur le polo Respect, on voulait justement, avec ce nom-là, qu'il soit respectueux de l'environnement, etc., etc. Et en faisant des recherches, on est tombé sur Morgan et sa marque de vêtements. Qui sont recyclés, locaux et engagés, et qui, au fait, qui évoluent dans un système circulaire pour reconnecter l'homme et la nature. Voilà, donc ça c'est le but de ce podcast, c'est de te présenter et de parler de cette action positive. Donc voilà, je vais te demander de te présenter, Morgan. Bien, bonjour à tous, donc je m'appelle Morgan Dawans et je suis le fondateur de Shaq & Kai, comme tu l'as bien dit, qui est une marque de vêtements qui repense la manière de faire les vêtements d'une manière circulaire, à partir de fibres recyclées et recyclables, et on fait ça de la manière la plus locale possible en Europe. Et on est également engagé autant dans la démarche que dans la préservation de tout ce qui est océan, puisque pour chaque vêtement vendu, on reverse une somme pour pouvoir permettre de nettoyer 1 demi-kilo de déchets de nos plages. Ça, c'est ce que j'avais vu sur ton site, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est la démarche totale, au fait. C'est que, si j'ai bien compris, on peut renvoyer son vêtement pour qu'il soit également recyclé contre... je ne sais pas, un bon pour investir dans un nouveau, ou enfin ça tu vas un peu nous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant ça, je voudrais un peu connaître ton parcours. Alors jusqu'à présent, on a eu des personnes sur notre podcast comme Luc de Brabander, 72 ans, qui a un très grand parcours évidemment. Et ici, moi je suis très content de t'avoir aussi dans ce podcast parce que tu as 25 ans. Je crois que tu as quand même déjà aussi un parcours et je voudrais que tu nous expliques un petit peu ça. C'est clair que ma carrière est quand même beaucoup plus brève. Heureusement, c'est ça. Mais du coup, moi, pour mon parcours, j'ai fait une formation à Solvay en tant qu'ingénieur de gestion. Et puis en fait, je me suis lancé directement à la sortie de mes études dans Shaq & Kai. C'est d'ailleurs un projet sur lequel j'avais déjà commencé à travailler pendant mes études, avec l'idée d'essayer de pouvoir sortir et directement me lancer là-dedans à temps plein. Ok, donc Shaq & Kai, c'est ça, Shaq & Kai, voilà. Pourquoi ce nom ? Très bonne question. Alors, ça vient en fait d'une construction entre Shaka d'un côté, qui est malheureusement je ne peux pas montrer le signe des surfeurs avec le pouce et l'auriculaire. Exactement. C'est ça. Ah oui, voilà. C'est le symbole qui est représenté dans la communauté de surfeurs, mais dans toute la communauté de sport extrême de manière générale. Et en fait, il y a une signification qui vient d'Hawaï à la base et qui signifie qui représente l'aloha. Et donc il y a en fait un message d'échange, de bonté assez communautaire et surtout en respect avec notre environnement et les personnes qui en font partie. Donc je trouve que c'était vraiment une mentalité et un esprit que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, aloha, en fait, pour la petite histoire, ça veut dire l'échange de souffle. Et donc c'est littéralement quand on dit bonjour à quelqu'un, normalement en mettant la tête proche l'un de l'autre, c'est cet échange de souffle qui fait la cohésion et la communauté. Et donc c'est vraiment une valeur que j'aimais beaucoup. Et le kai, de l'autre côté, ça veut tout simplement dire océan en hawaïen.
Donc, Excellent. je suis resté dans la zone. Ouais. Ah, mais c'est super parce que c'est effectivement, je vois le logo sur tes t-shirts, etc. Ça représente au fait ce Chaka, c'est ça? Chacun, Ouais, exactement. c'est ça, Ouais. le pouce et l'auriculaire qui sont ouverts, le reste de la main fermée. On mettra ton logo sur l'article de blog, comme ça les personnes pourront aller voir. Ok, donc ça vient de là, super. Et qu'est-ce qui t'a finalement poussé à aller vers ça? Parce que on a un peu parlé en off, etc. Toi, à la base, donc Solvay, plutôt finance, et tu te retrouves à être entrepreneur. Quel est ton parcours par rapport à ça? Alors, c'est clair que moi, mon parcours est assez bizarre, surtout l'évolution de choix de parcours. Donc, à la toute base, moi, je suis rentré à Solvay. Donc, pour les personnes qui savent pas exactement ce que c'est finalement des études très business. C'est de l'économie et de la gestion. Et je suis clairement rentré avec l'idée de pouvoir sortir et rentrer dans une grande boîte de consultance ou d'aller dans une grande boîte. Et honnêtement, l'idée à la base, c'est de faire une grande carrière et de pouvoir gagner bien ma vie, quoi. M'en mettre plein les poches. Et en fait, la réalité... Au moins, c'est honnête. Ah, c'était clairement ça l'idée de base. Et en fait, c'est au travers du chemin que petit à petit, les choses ont commencé à changer. Et en fait, dans le cadre de mes études, petit à petit... je me rendais compte qu'il y avait des dissonances entre ce que j'apprenais et ce que moi je pensais, ou mes valeurs. Et petit à petit, ça a commencé à me déranger réellement, jusqu'au point où je me suis vraiment dit, mais en fait, je me vois pas rentrer dans ces boîtes auxquelles j'aspirais initialement. Et je me suis juste rendu compte que j'aurais pas pu être heureux dedans. Et enfin, c'était vraiment des petites choses, hein, mais ça a commencé. J'ai un truc qui me vient à l'esprit directement. C'était un moment en cours de stratégie à Solvay. On parlait de la marque Nike, qui est tout le monde connaît évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils approchaient la marque et ils la présentaient comme un succès extraordinaire. Ce que c'est. Et ça, il y a énormément de choses extraordinaires à propos de Nike. Et genre, je respecte énormément leur stratégie et leur communication, qui est juste out of this world. Mais par contre, il y a énormément de problématiques avec la marque aussi, notamment dans l'impact, dans le fait d'avoir fait travailler des enfants. Il y a eu plein de scandales liés à leur impact. Et en fait, ça a commencé directement à me déranger quand c'est amené comme ça en mode, ben voilà, Nike est une entreprise exemple. Et j'étais en mode, ben non, on peut pas dire ça en fait. On peut pas dire que c'est une entreprise exemple. On peut se dire oui, dans la communication, dans la stratégie de développement, ils sont exemplaires, mais on ne peut pas chapeauter ça de manière globale en disant c'est une entreprise exemple. Pour moi, ça sonnait faux et ça me dérangeait. Et donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui, petit à petit, ont fait que je me suis dit, OK, je me vois pas rentrer dans une de ces boîtes. Et moi, qui étais à la base attiré par la consultance, je me suis aussi dit, le problème avec la consultance, c'est qu'on choisit pas pour qui on travaille. Tout à fait. Et en fait, c'était juste l'idée de me dire, tiens, je vais donner mon temps, mon énergie et mes idées à potentiellement une boîte avec laquelle je clique pas du tout, où les valeurs vont complètement à l'encontre des miennes. Bah, ça m'allait pas, en fait. Et donc, je me suis dit, OK, je vais essayer de chercher autre chose. Et puis, je me rendais compte qu'il y avait tellement peu de boîtes qui faisaient les choses de la manière dont je voulais. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat. Et l'idée de base, même avant de savoir ce que je voulais faire, c'était clairement de me dire, OK, moi, je pense que le business peut être fait d'une manière positive, avoir un impact correct, un bon impact sur la société, sur l'environnement, tout en étant pérenne financièrement. Et c'était un peu vraiment en essayant de combiner ces visions que Chacun est né. L'idée, c'était de pouvoir créer une entreprise qui grandisse, qui devienne importante, qui puisse avoir un impact, mais qui le fasse toujours en faisant les bons choix. Et c'était un peu ça le défi depuis le départ, quoi. Super intéressant. Et je suis très content que tu abordes ça parce que toutes ces grandes entreprises dont tu parles, ou ces grands bureaux de consultants, de conseils, hein, on a eu sur ce podcast Luc de Brabander, donc, qui a travaillé longtemps et qui travaille, je crois, encore avec le Boston Consulting Group, par exemple. Toutes ces grosses boîtes, effectivement, on ne choisit pas, quand on est consultant là-bas, les clients avec lesquels on travaille, c'est les clients de l'entreprise. Mais pour attirer des profils ingénieurs, des profils consultants de haut vol, entre guillemets, doivent aussi commencer à changer leurs valeurs parce que la jeunesse qui arrive, mais elle est plus prête à faire, ou en tout cas moins prête à faire ça. Elle est beaucoup plus conscientisée par rapport à ces problèmes. Et je suis content que tu parles de cette histoire de valeurs parce que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire, au fait. C'est cette mission, cette passion qu'on doit mettre dans son travail. Et
il y a une autre personne qu'on a interviewée dans nos podcasts qui s'appelle Fabrice Wilquet et qui a créé de Physical Coaching Academy. Et là aussi, ça revient. C'est à un moment donné, lui a suivi le process plutôt POSC, SAP, etc. Puis pour à un moment donné se rendre compte que, au fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie de donner du sens à mon travail, et il est retourné vers quelque chose de plus dans le sport, dans la santé, etc. Et je vois qu'il y a de plus en plus un retour vers ça, et je trouve ça génial parce que c'est aussi comme ça qu'on change les choses. C'est pas juste en disant Nike ceci ou un tel cela et en pointant du doigt, c'est en disant moi je vais faire autre chose. Et à partir du moment où tout le monde se dit moi je vais faire autre chose, ils seront bien obligés de changer. Et ça me faisait penser à... Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité ici. J'entendais une histoire, je ne sais pas si tu connais, c'est un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself. Je l'écoutais dans la voiture en venant. Mais non. Je te jure. Et ça, je vous jure qu'on s'est parlé en off, mais on ne s'est pas, on se l'est pas dit. Et il y avait Ludovic Dujardin, qui est un des fondateurs de Petit Bambou, qui était interviewé par Mathieu Stéphanie. Et il donnait cette fable du colibri, qui est une fable amérindienne. Et je vais juste la raconter parce que je trouve que ça colle très bien à ta philosophie. Je trouve ça vraiment super. Au fait, c'est dans la forêt, il y a un incendie et tous les animaux sont en train de fuir. Et le tatou prend un peu plus de temps pour essayer de s'échapper. Et puis il voit un colibri qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre une petite mare et les flammes et qui dépose des petites gouttes. Et le tatou, à un moment donné, il dit, mais enfin, c'est bon, tu vas jamais réussir à éteindre cet incendie, c'est bon, casse-toi, quoi, enfuis-toi. Et t'as le colibri qui lui répond, mais je fais ma part, je fais juste ma part. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Cette fable, je trouve qu'elle est géniale parce que ça colle, toi, tu fais ta part. Mais t'es pas en train de dire aux autres, vous feriez bien de vous y mettre aussi. Il y a pas de le colibri n'est pas en train d'engueuler le tatou. Et donc j'entendais ça dans ce podcast et je trouve que ça colle super bien à toi. Donc voilà aussi, félicitations pour ça. Et donc par rapport à ce secteur, etc., l'océan, il y a quelque chose de particulier ou ça t'est venu comme ça ou parce que c'est très autour de l'océan. Est-ce que toi tu es surfeur à la base ou... Ouais, l'océan, c'est clair que c'est pas du tout un choix stratégique ou quoi. C'est juste que je suis un passionné d'océan, mais vraiment fervent défenseur de l'océan. Genre, avant de faire Solvay, j'ai hésité d'ailleurs à faire des études de biologie marine. Okay. Je veux dire, je fais de la plongée depuis super jeune, je surfe aussi. Tout ce qui est en contact avec l'océan, c'est... d'ailleurs, je suis tatoué et tous les tatouages sur mon corps sont en lien avec l'océan. Donc, c'est clair que pour moi, c'est quelque chose de hyper important et que je sais pas trop définir, mais je pense que c'est une dose d'inspiration perpétuelle pour moi. C'est un peu le seul endroit où je me retrouve et qui arrive à m'apaiser complètement. Et donc, ouais, mine de rien, quand on crée une marque, on doit s'inspirer quelque part. Et moi, ça a été mon inspiration naturelle. Et tu fais ta part en nettoyant le plastique. C'est ça. Voilà, super. Mais c'est comme une personne qu'on voudrait avoir dans ce podcast, mais qu'on ne sait pas avoir parce qu'il n'est pas francophone. C'est Boyan Slat. Et sur notre site, on a écrit un article sur lui parce que c'est aussi quelqu'un d'incroyable et qui fait, je pense, plus que sa part avec Ocean Cleanup. Eh ben, maintenant que tu nous as un peu présenté tout ça, moi j'ai envie de te poser une question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte au fait de faire tout ça ? Bonne question. Je dirais plutôt que la question, moi je la vois dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qui m'empêche de le faire, en fait. Intéressant. Dans le sens où... c'est peut-être une vision particulière, mais je pense qu'on n'a qu'une vie. On a un temps assez défini et limité sur cette terre. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc, je veux dire, demain, je suis peut-être plus là. Et la question qui se pose, c'est en mode, j'ai envie de pouvoir me dire que tout le temps que j'ai passé sur cette terre, je l'ai fait en étant droit dans mes chaussures et en accord avec ce que j'avais envie. En fait, j'ai envie tout simplement de pouvoir laisser un impact et de me dire que une fois que je serai plus là, ce sera peut-être un tout petit peu mieux, un peu à l'image de ce colibri, de se dire, ok, j'aurais fait ma part, et si ça peut avoir amené de la positivité, de l'impact, ou un changement dans l'état d'esprit des gens autour de moi, tant mieux. Et je pense que si chacun le vit comme ça, on ne peut que se retrouver dans un monde plus agréable à vivre. Ouais, super, vraiment une super philosophie, et c'est vrai que tu es le premier à voir ça sous cet angle-là dans le podcast, de dire plutôt pourquoi pas, plutôt que qu'est-ce que ça m'apporte. Très intéressant, et
Mais très mature aussi, hein, parce que je répète, je crois que tu as 25 ans, c'est ça, tu as 25 ans, mais déjà avoir cet état d'esprit-là, enfin voilà, je trouve ça vraiment génial. Euh, alors oui, là c'est une question qu'on pose généralement, mais bon, là je vais quand même te la poser. Voilà. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Alors, tu n'as pas commencé il y a 10 ans non plus. Hein, le projet est né en 2017, si j'ai bien compris. Avant, tu y pensais déjà, mais tes premiers... L'entreprise a été créée en 2019. Après, c'est clair que ça faisait déjà un peu plus de 2 ans que je bossais sur le concept. Ouais. Donc oui, on peut dire que l'idée a émergé en 2017. Voilà. Et du coup, ben, si tu pouvais revenir en 2017 et te dire de changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Je pense que je me serais permis... C'est en fait, si je pouvais me parler à moi en 2017, je pense que la chose la plus importante que je me dirais, c'est de m'ouvrir. De m'ouvrir aux autres, parce que je pense que surtout quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a vite l'impression d'être seul contre tous et de se battre pour essayer de créer ce qu'on a envie. Et en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu beaucoup de ma vie jusqu'à la sortie des études. Mes études et tout était un combat pour essayer de réussir, de pas foirer, de réussir à passer à l'année d'après, et des trucs comme ça. Et en sortant en fait finalement des études, moi je suis rentré dans la vie professionnelle comme ça. Mais j'ai pas eu d'expérience professionnelle. Genre littéralement, moi j'ai fait passer des interviews à des gens, je n'en ai jamais passé un. Donc il y a énormément de choses que j'ai pas vécues dans une carrière traditionnelle. Et donc j'ai eu cette approche dès le départ de me battre tout le temps en fait contre tout pour essayer d'avoir ce que je voulais. Et c'est éreintant, c'est épuisant. Et j'ai mis du temps à comprendre à quel point en fait la valeur du monde professionnel aujourd'hui, elle est dans le network, elle est dans les connaissances, elle est dans l'échange. Et aujourd'hui, je commence à mieux m'entourer et à beaucoup prendre de plaisir, à prendre énormément plus de plaisir qu'avant dans ce que je fais, parce que j'échange, je réfléchis et je travaille avec des gens qui m'inspirent et qui me donnent de l'énergie pour avancer. Chose que pendant honnêtement pas mal d'années, j'ai plus puisé dans mes ressources, quitte à me cramer un peu les ailes qu'autre chose. Mais sinon, je regrette en soi rien, parce que je pense que je pourrais pas dire ça aujourd'hui si j'avais pas fait mes erreurs, et même si je devais tout recommencer, je pense que je referais toutes les mêmes erreurs, parce que je suis extrêmement satisfait de tout ce que j'ai pu en tirer et apprendre. Ça t'a bien construit en tout cas. Quand je t'écoute parler et tout, je me dis que ben, ton cheminement est quand même vraiment intéressant. Mais justement, tu parles de personnes qui t'inspirent. Ben, je vais te poser cette question. Hein. Quels sont les modèles ou les personnes qui t'ont inspiré jusqu'à présent? Alors, ça dépend un peu à quel niveau. Je pense que j'ai cette particularité assez bizarre finalement, que la plupart des gens qui sont focalisés sur ce qui est écologie, impact, changement sociétal, etc., sont très axés sur la question. Puis il y en a d'autres qui sont très axés business. Et moi, je me retrouve vraiment à l'entre-deux, dans la vallée entre les deux montagnes, à regarder les deux versants. Et donc, je dirais que j'ai deux images d'inspiration principales dans la tête. Au niveau entrepreneurial, je suis un grand fan d'Elon Musk, de cette approche finalement de se permettre de disrupter les choses, d'aller tout questionner, d'aller prendre des grands risques pour potentiellement avoir un grand impact. Alors on peut questionner beaucoup de choses, mais au final c'est la vision et la manière dont les choses sont faites que je trouve assez impressionnante. Je suis aussi fan de business comme Patagonia, qui n'ont eu pas peur depuis le départ, sont des pionniers. Alors je suis certainement pas le seul à le penser, je crois que beaucoup de gens sont fans de ce qu'ils font, mais je trouve ça génial parce qu'ils ont mis en avant une démarche et une approche complètement innovante à l'époque qui maintenant devient la norme. Et en fait, c'était des visionnaires. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est une très belle marque, Patagonia. Et du coup, ça, c'est vraiment pour le côté entrepreneurial. Et puis après, pour le côté valeur, je suis un grand fan de Sea Shepherd et notamment du fondateur Paul Watson. J'ai lu tous ses bouquins. Je suis vraiment un fan de son approche. Et donc, je sais pas si tu le connais au final. Non, moi je connais pas bien. Sea Shepherd, bien sûr, mais j'ai rien lu Donc ça, si tu as des choses à nous conseiller, ça m'intéresse et on le mettra aussi dans
dans les notes consacrées au podcast, parce que voilà, si c'est quelque chose qui a un impact si positif sur toi, autant le partager, quoi. Et moi, ça m'intéresserait de le lire, en tout cas, c'est clair. En fait, ce qui est trop chouette, ce qui est trop intéressant avec Paul Watson, c'est que la plupart des gens ne le savent pas, mais en fait, il a fondé Greenpeace. Donc, il était dans le groupe des... je sais plus combien ils étaient, c'était entre 5 et 9, je me rappelle plus du chiffre exact, ce qui est pas très important. Mais donc, il a fondé Greenpeace et en fait, il s'est fait kicked out. Donc, il s'est fait dégager du groupe assez rapidement parce que dans ses actions, il était trop extrême. Il faut être honnête, au final, Greenpeace a tourné très fort dans l'information ou le partage de ce qui fonctionne mal, mais ils sont très très peu dans l'action réelle. Ils font des qu'on appelle ça quand on doit signer des pétitions, exactement. Ouais. Ils sont des grands fans des photos et des pétitions, mais au final dans l'action réelle il y a très très peu de choses. Et en fait, Paul Watson s'est retrouvé à sortir de ce truc-là, à se dire mais en fait moi je m'en fous, je suis pas d'accord qu'on se bouge pas pour agir quand on est sur le terrain, qu'on voit des baleines se faire harponner, qu'on voit des petits phoques qui ont tout de suite quelques mois à se faire démonter à coups de batte. Il n'était pas d'accord de regarder ça et juste de documenter en fait. Il voulait agir et il a mis sa vie en danger tellement de fois pour protéger ses animaux qu'il s'est dit ok moi je veux le faire différemment. Et il a commencé vraiment mais un entrepreneur quoi, genre en mettant une publicité dans un magazine en mode je recherche un équipage, je sais pas vraiment vous payer mais on va faire des chouettes trucs, ramenez-vous à telle date à tel port et il a créé un équipage comme ça et tout a commencé comme ça avec un vieux bateau qu'il a rafistolé et tout est parti de là et aujourd'hui c'est même plus une ONG, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui dit lui-même et que je trouve extraordinaire, c'est qu'il a réussi à créer un mouvement où lui en tant que personne n'est plus nécessaire. C'est quelque chose qui le dépasse maintenant, c'est quelque chose où les valeurs et l'approche a été tellement forte et tellement profonde qu'en fait, c'est quelque chose qui vit au-delà des actes qu'ils font et que chaque personne qui y participe amène sa pierre à l'édifice pour créer quelque chose de plus grand. Et ça, c'est quelque chose qui moi, m'impressionne énormément dans l'approche. Et surtout, c'est une des ONG qui a le plus d'impact aujourd'hui. Et c'est quasi que des volontaires. Genre, ils ont une quinzaine de bateaux dans leur flotte. Tout l'équipage, à part les capitaines qui sont rémunérés, tout l'équipage est volontaire. Ok. Ce qui est extraordinaire. Et donc, en parlant d'équipage, toi, tu navigues entre les deux. D'un côté, l'entrepreneuriat, de l'autre côté, ce modèle Sea Shepherd. Donc, mais oui, top. C'est aussi très intéressant de voir que à la croisée des deux mondes, il y a vraiment quelque chose de beau à faire, quoi. Donc, c'est pas uniquement business, il y a aussi le bel impact positif. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent encore et qui auraient leur place dans ce podcast ? C'est-à-dire que là, tu nous as parlé des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont mis en mouvement. Tu as parlé d'Elon Musk, c'est Watson, Tom Watson ? Paul Watson. Paul Watson, tu as parlé donc Elon Musk et Paul Watson. Mais aujourd'hui, qui est-ce que tu verrais à ta place dans ce fauteuil, dans ce podcast, où tu dis tiens, leur action, moi aussi, c'est quelque chose que... Alors, ça ne doit pas être spécialement dans la même lignée que toi, hein, ça peut être dans d'autres domaines. Hein. Moi, j'ai deux noms qui me viennent en tête. Je pense que c'est aussi lié à l'approche et à la démarche. Je pense que moi, je me suis par exemple attaqué à l'industrie textile parce que pour moi, c'est clairement, on y reviendra, mais c'est une industrie où il y a tellement de choses à faire, tellement de problématiques. Mais pour moi, il y a deux autres grosses industries où je trouve qu'il y a quelque chose à faire et c'est extrêmement important. Et c'est tout ce qui est l'alimentaire, le gaspillage alimentaire d'un côté et de l'autre la publicité et l'impact que la publicité peut avoir sur nous. Du coup, les deux noms qui me viennent direct, c'est Aurélien Marino de Happy Hours Market. Je connais pas. C'est une super chouette start-up qui en fait récupère tous les invendus alimentaires de grands magasins, qui revend ça en fait en fin de journée à moitié prix. Donc qui permet en fait de tout simplement se nourrir à moindre prix et d'avoir un accès à la nourriture de qualité beaucoup moins cher, tout en réduisant grandement le gaspillage de toutes les chaînes alimentaires. Et le plus, c'est qu'ils vont même un pas plus loin parce qu'en fait, tous les invendus que eux n'ont pas réussi à revendre, après, ils s'engagent à les amener directement aux associations. Donc c'est vraiment une top chaîne de valeur et je trouve que c'est un projet qui mérite à être connu. Et puis de l'autre côté, pour le monde de la publicité, c'est Maxime van der Merchen, qui fait partie de la startup Give Actions. Et Give Actions, ils ont créé un concept. D'ailleurs, on participe à ça avec Shaken Kai. On est fan de l'approche.
ils ont créé une application de contenu publicitaire qui est positif. Donc, c'est-à-dire que c'est utiliser la publicité pour avoir un impact positif de manière non intrusive. C'est-à-dire que c'est une application, on va voir des vidéos de marques partenaires, marques qui choisissent selon une charte de valeur. Donc, c'est à chaque fois pour découvrir des marques avec un impact positif. Donc, c'est déjà cool. Mais en plus de ça, chaque publicité, une partie de l'argent qui est généré, une bonne partie, va directement à des associations pour des impacts précis et mesurables. Et donc, en fait, chaque personne qui regarde un certain nombre de vidéos par jour peut après avoir un score de tout ce qu'il a eu comme impact, comme le nombre de ruches parrainées, le nombre d'arbres plantés, le nombre de kilomètres de terre protégée. Enfin, c'est vraiment une chouette approche. Et nous, on fait notamment de la communication avec Chacun Caille là-dessus. C'est presque de la gamification d'impact positif, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est retravailler finalement dans l'approche, se dire la publicité, c'est quand même affreux, quoi. On en voit partout tout le temps. On voit plus de marques et de logos dans la rue que d'arbres. C'est scandaleux. Et c'est triste. Et pourtant, il peut y avoir une approche positive. Et là, se dire, en fait, les utilisateurs de l'app vont choisir d'aller dessus. Ouais. Et au-delà de choisir d'aller dessus, ils vont découvrir des projets positifs. Donc, toutes des marques que peut-être ils n'auraient pas découvert avec la publicité traditionnelle. Et en plus de ça, le fait de regarder ça amène de l'argent directement à des œuvres caritatives sans qu'ils aient besoin de débourser un centime. Donc, je trouve que l'ensemble du système est vraiment bien réfléchi. Eh ben on va aller gratter de ce côté-là alors pour nos prochains invités, parce qu'effectivement, ici la publicité, effectivement, je vois très bien de quoi il s'agit, mais le fait de s'occuper des invendus, ça c'était aussi quelque chose. C'est vrai qu'on a tous vu, on a tous entendu, où on a tous été choqués par parfois les grandes surfaces ou les fast-food qui jettent. Et même il y a eu quelques scandales de personnes dans le besoin qui allaient fouiller les poubelles et qui recevaient même une amende parce que c'était des trucs atroces. Donc effectivement, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Mais on va aller gratter de ce côté-là. En off, après le podcast, tu me redonneras les noms de ces personnes et on les mettra aussi pour que nos auditeurs puissent aller voir de quoi il s'agit. On mettra les références. Donc merci pour eux de les mettre à l'honneur. Moi, je voulais aussi savoir, justement, tu as déjà parlé un peu de ta passion pour l'océan, etc. Donc, il y a sans doute des choses qui sont aussi en rapport avec ça, mais on le disait tout à l'heure, oui, hein, la vie d'entrepreneur est une vie qui est quand même aussi trépignante. On a beaucoup de choses à faire, on court dans tous les sens. Alors souvent, les personnes ne voient que le côté glamour, successful de la médaille, mais le revers, c'est que on n'arrête pas. Et moi, je voulais savoir si tu avais des routines qui t'aident au quotidien pour justement tenir ce rythme et éviter d'aller dans le mur, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu es en équilibre aujourd'hui ? Alors, en toute honnêteté, moi, je suis un grand fan des routines, mais je suis très mauvais pour les respecter. Ah oui, donc tu as plein de plans. Exactement. Pour être clair, on enregistre en janvier, et donc c'était le mois des bonnes résolutions. Donc, tu as fait une liste de bonnes résolutions, c'est ça ? Je dois avouer que moi, j'attends jamais vraiment janvier pour faire ma liste de résolutions. Je fais ça toute l'année, quoi. À chaque fois, je lis des bouquins, je kiffe une idée, je note et je me dis, ok, maintenant je vais faire ça tous les jours. Et je m'emballe. Ouais, moi, je m'emballe hyper vite dans les trucs. Et du coup, je teste des trucs tout le temps. Alors, donc, j'ai pas mal de petites approches ou de petites routines que j'essaye de mettre en place. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route, mais des choses qui tiennent la route pour l'instant, en tout cas. Je dirais que déjà, ce que j'essaye de faire, c'est de pouvoir faire du sport tous les jours, même si c'est 10 minutes. Le but, c'est vraiment de break a sweat, quoi. C'est juste transpirer un tout petit peu, juste avoir un minimum d'effort physique qui peut me donner une petite dose d'endorphine, de dopamine, et qui peut me lancer dans ma journée avec l'esprit serein. Et donc plutôt, quand tu dis te lancer dans ta journée, donc c'est plutôt le matin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est au réveil, hop, 10 minutes de sport minimum, ou aller un jogging ou un truc c'est de ça. style. Ouais, c'est ça. Après Covid, ce que je faisais quand j'arrivais à me lever, mais c'était généralement aller nager vers 6h30, 7h. Et donc je sortais de la piscine et à 8h, je pouvais commencer une journée. Ça fait du bien, ça. C'est extraordinaire. T'as l'impression à 8h que t'es déjà le roi du monde, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué au niveau des piscines, mais sinon, c'est aller faire un jogging. Tu dois réserver ton créneau horaire. C'est ça. Tu dois aller réserver ton créneau. Du coup, voilà, c'est juste faire une petite activité comme ça le matin. Et sinon, de manière générale, c'est essayer. Maintenant, ça, c'est un truc. J'ai été beaucoup sujet au stress, surtout sur la dernière année de développement. Je pense à partir du moment où ça commence.
L'entrepreneuriat, c'est d'abord beaucoup de planification, d'idées, puis après on met les choses à plat, et puis après c'est se lancer. Et puis quand le business commence à tourner, etc., parfois on est un peu pris dans le rythme. On s'y perd aussi un peu en tant que personne et on n'arrive plus à respecter son propre rythme. Et je me suis vraiment pas mal perdu sur l'année qui s'est écoulée. Je suis en train de reprendre pied, donc ça fait du bien. Mais chose que maintenant je fais un point d'honneur à faire, c'est que dès que j'ai une idée, dès que je pense à un truc que je dois faire, je le note. J'ai un système, j'ai une app dans laquelle je mets absolument toutes les idées que j'ai. Et après, je prends le temps chaque soir de réorganiser, de hiérarchiser pour ce que je dois faire dans les jours ou les semaines à venir. Mais ça me permet en fait de vider ma tête. Parce que sinon, il y a un moment où il y a un côté schizophrénique où on n'arrête pas de penser à plein de trucs et on ne sait plus être focus dans ce qu'on vit au moment même, quoi. Oui, mais effectivement, prendre note et se vider la tête de ça pour ne pas toujours avoir à y penser ou avoir peur d'oublier son idée, c'est un bon truc. Ça paraît tout bête, mais il faut le faire. Voilà, donc top. Oui, j'aimerais bien savoir aussi s'il y a un livre, un podcast, une émission que tu auras recommandé à nos éditeurs, et si oui, lequel ou laquelle. En tant que livre, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai un peu peur parce que tu me dis, dès que je lis un livre, je trouve un truc sympa, j'ai envie de le mettre en place, donc j'ai l'impression que tu es un grand lecteur. Donc, mais en fait, je l'étais pendant tout un temps un grand lecteur pendant les études. C'était tout pour pas lire mes cours, donc là, les livres étaient intéressants. La procrastination, hein. Se passionner pour un sujet au lieu de faire ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a jamais un moment où j'étais autant passionné qu'en plein blocus à quelques jours des examens, ça c'était clair. Mais sinon, dans les bouquins, il y en a un qui est lié finalement à l'entrepreneuriat que j'adore, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Qui ça est entre guillemets ma bible de l'entrepreneuriat parce que je pense que ça démonte pas mal d'idées reçues. Et ça fait une approche beaucoup plus terre à terre en fait il y a une partie dans ce bouquin que j'adore au tout départ qui dit en mode ok, tu veux être riche, t'es un peu comme tout le monde, mais analysons réellement cette idée ensemble et de se dire c'est quoi être riche pour toi, qu'est-ce qui ferait dans ta tête que tu serais riche demain, et c'est de déconstruire les éléments en mode voilà, par exemple je veux tel type de voiture, je veux pouvoir habiter dans telle maison à tel endroit, je veux avoir une femme et des enfants et je veux avoir tel type de vie. Et en fait ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart du temps quand on démonte ce genre de choses et qu'on va vraiment prendre les petits Legos et les séparer un à un, on se rend compte qu'en fait, la plupart des gens ne veulent pas être riches. Ils veulent juste être dans une situation financière relativement moyenne et qu'en fait, les éléments qui lient à la richesse sont décorrélés de la valeur réelle. Par exemple, disons, imaginons tu as toujours rêvé d'avoir une Aston Martin et tu dis, voilà, je serai riche le jour où j'ai une Aston Martin. Comment tu sais? Non. Eh bien, si tu dis ok, ça c'est vraiment l'élément pour moi qui fait que je serai heureux quoi que ce soit le reste, eh ben tu te rends compte qu'en fait tu peux trouver une très chouette Aston Martin en bel état en occasion pour le prix d'une bonne Toyota si tu cherches vraiment, et c'est quelque chose que les gens n'imaginent pas du tout, et ça va pour tout en fait. Et c'est en fait repenser la manière de chercher la richesse, de chercher le bonheur sur la déconstruction de en fait au fond de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment. Ça, c'est un des aspects du livre que j'aime beaucoup. Et un autre aspect, c'est l'aspect de la confiance et du bien-être dans la peau. Il y a plein de petits challenges dans le bouquin qui sont assez drôles et assez what the fuck. Notamment le fait de se dire que beaucoup de choses liées à l'entrepreneuriat, c'est oser, donc c'est être à l'aise avec son image. Il y a des délires du style faire des trucs chelous en public pour réussir à le faire, notamment se coucher par terre pendant 30 secondes en plein milieu d'une salle bondée. Et c'est un exercice que moi j'ai fait par exemple en boîte de nuit quand j'étais en Erasmus à Washington. C'est une expérience particulière à faire parce que c'est vraiment le moment de ta vie où... Déjà t'es toujours vivant, c'est bien. Parce que se coucher en pleine boîte de nuit, je sais pas si c'est le truc le plus... Mais en fait ça surprend tellement tout le monde que ça arrête tout le monde. Mais ce qui est chouette, c'est l'idée de se dire ça fait peur à tout le monde en fait, de se dire d'un coup je vais faire un truc qui n'a aucun sens devant tout le monde et je vais être jugé. Être jugé surtout. C'est ça pour beaucoup de personnes. C'est le jugement des autres, c'est le regard des autres qui fait peur. Et en fait, ça nous bloque tout le temps dans notre vie. Et ce que je trouve trop chouette, c'est qu'il y a plein de petits exercices dans ce bouquin qui amènent ok, comment tu peux être plus à l'aise avec le regard des autres et à un moment, honnêtement, n'avoir plus rien à foutre. Parce que le seul regard qui compte réellement, c'est le tien. Et si on doit commencer à vivre en fonction du regard des autres, on vit pas, quoi, et c'est affreux. Et donc c'est chouette parce que je trouve que moi, ça m'a beaucoup aidé à me déconnecter de ça petit à petit. Très intéressant parce qu'effectivement,
En même temps, voilà, le projet que tu portes est quand même un projet important. Et dans l'entrepreneuriat aussi, si tu commences à chaque fois à faire attention à tout, tu fais plus rien. Tu n'entreprends plus rien. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi? Et si je dis ça? Et si je fais ça? Donc effectivement, on mettra aussi le livre dans l'épisode, dans les notes. Donc la semaine de 4 heures, Tim Ferriss. Ouais. Et sinon, sur Paul Watson, il y en a un qui est génial, qui est écrite par la directrice France de Sea Shepherd. C'est une interview, qui est une discussion avec lui, qui s'appelle Entretien avec un pirate. C'est un bouquin qui, moi, m'a marqué tellement que j'ai fini par devenir végétarien à la fin de la lecture du livre. Okay. Donc, il faut pas le lire pour devenir végétarien, non, loin bien de là. sûr, Mais c'est un top bouquin, hyper bien renseigné. Et franchement, avec une approche qui est chouette, parce qu'elle est complètement no bullshit, en fait. C'est aller direct à l'essence même de, OK, qu'est-ce qui se passe derrière la problématique environnementale de manière générale. Ça parle pas du tout que des océans, ça parle de plein de choses, de la nourriture à l'économie. C'est très large et c'est très intéressant. Et c'est franchement un des livres que j'offre à Noël aux anniversaires. Je suis un pirate, c'est ça? Interview avec un pirate. Avec un pirate. Ok, on le mettra aussi. Parfait. Des podcasts ou des émissions que tu recommandes également ou pas spécialement? Le podcast, tu m'as devancé parce que tu as parlé de Génération Do It Yourself et ça c'est carrément un podcast que j'adore, qui à chaque fois en fait interviewe des gens qui sont super inspirants et c'est génial en fait d'écouter ce genre de trucs parce que ça donne la patate, quoi. Là c'est effectivement, c'est très business. Moi j'aime beaucoup. C'est Ruben qui m'a fait découvrir ce podcast et c'est vrai que j'aime beaucoup. Moi j'écoute ça avec attention et c'est vrai que ça donne la pêche. Ça donne la pêche et en plus là j'étais en train d'écouter en venant ici et je me marrais tout seul dans ma caisse, quoi. Et je me disais vraiment, au feu rouge les gens doivent me prendre pour un taré, mais c'est trop chouette en fait. Mais grâce à Tim Ferriss tu t'en fous qu'ils te prennent pour un taré finalement. Ah ouais, clairement. Voilà, ok, parfait. Est-ce qu'il y a aussi une citation que tu as souvent ou est-ce que tu as une phrase qui comme ça t'inspire? Est-ce qu'il y a une petite citation que tu peux partager avec nos auditeurs? Je sais pas si c'est une citation, c'est un peu... Oui, ou un mantra Ouais, en plus c'est une phrase toute conne au final, mais c'est un truc que ça fait, auquel j'ai vraiment réfléchi il y a quelques mois, et depuis c'est un peu comme ça que j'essaye en tout cas de voir la vie, honnêtement. C'est pas du tout comme ça que je le vois tous les jours, mais un truc que j'essaye de garder vraiment dans un coin de ma tête, c'est qu'au final, à la fin, on meurt tous. Et en fait, ça vient de beaucoup de remises en question, de stress. Et on parlait d'être entrepreneur et de se dire, OK, mais si on réfléchit trop à ce que vont penser les autres, on fait plus rien. Mais ça m'est arrivé tellement de fois d'avoir plein d'idées. Et en fait, ce qui est affreux avec le fait de réfléchir beaucoup, c'est qu'on commence à visualiser tellement bien toutes les manières dont ça peut foirer qu'on se déconnecte de qu'est-ce que ça pourrait faire si ça réussit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur. Et ce qui est encore plus fou, c'est que c'est destructeur avant même d'avoir commencé. Et c'est le propre de juste de trop réfléchir et de se remettre en question. Alors qu'à la base, on se dit que c'est sain. En fait, non. Se remettre trop en question, ça l'est pas du tout. Et du coup, c'est un peu mon mantra de me dire, à la fin, la mort attend dans tous les cas. Du coup, c'est cette idée de se dire, je peux mourir demain. Et essayer de faire bêtement que si je meurs demain... je puisse laisser une copine heureuse, une mère fière, et ces choses-là, et juste essayer de vivre au jour le jour comme ça. Alors honnêtement, je pense que ma mère me déteste souvent, ma copine aussi, mais voilà, c'est l'idée globale de se dire... On peut pas faire unanimité tout le temps. C'est essayer de se dire, ok, je fais le meilleur que je peux tous les jours, et surtout, je me prends pas trop la tête en me disant, répercussions, si dans un an, truc machin, truc... Non, parce qu'en fait, la pire répercussion, c'est de pas le faire, c'est de pas essayer. Donc à un moment, c'est surtout un mantra qui vient pour l'idée de se dire, je préfère me foirer que pas essayer. C'est une bonne approche et surtout dans beaucoup de domaines en fait, tout simplement. Je veux dire, non, c'est pas mal le fait de voir les choses comme ça, et c'est surtout le côté positif parce que voilà, dire que la mort nous attend tous, oui, fatalement, c'est pas très réjouissant, mais c'est le fait, justement, on le sait, qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on a.
quelle est la trace qu'on va laisser, donc je trouve ça effectivement très positif. Je pense que j'ai peut-être pas la bonne approche en storytelling pour le dire, parce que c'est clair que je le dis d'une manière négative, mais moi je trouve que l'idée qu'il y a derrière est hyper positive. À l'inverse, c'est en mode qu'est-ce qu'on fait du moment où on est vivant, quoi. Mais dans le coaching, donc dans tout ce qui est formation, etc., dans tout ce qui est coaching, à un moment donné, tu as une question que tu peux poser aux personnes aussi qui sont dans une démarche, est-ce que j'ose pas, et c'est qu'est-ce qui se passerait si maintenant ça devait fonctionner? Quel serait le risque que ça fonctionne finalement, hein? Quel serait l'impact? Écoute, ouais, du coup, peut-être que les personnes peuvent réfléchir différemment aussi. Donc top. On arrive à la fin de cet entretien. Moi, je voulais te remercier pour ton temps. J'ai adoré faire cet épisode avec toi et te découvrir. Je trouve que tu es quelqu'un de plein d'énergie, de plein de chouettes engagements, etc., mais de côté positif. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment fort apprécié. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'en ai eu à le faire avec toi en tout cas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Alors déjà merci beaucoup. Moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que ce qu'on a pu raconter intéressera un minimum. Je suis certain qu'il y a des choses qui vont intéresser les auditeurs, je suis persuadé. Alors qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour le futur? Je dirais d'apprendre vite et bien. C'est tout ce que je te souhaite, c'est d'apprendre vite et surtout bien. Là, je vais quand même expliquer aussi, hein, comme je le fais d'habitude, que je l'avais déjà dit, on a eu un off avant, on va sûrement avoir encore un off après, on va encore un peu papoter. Et donc, en accompagnement de ce podcast, je vais rédiger un article de blog. Il y a des informations qui s'y retrouveront, que nos auditeurs n'auront pas pu entendre dans ce podcast. Et cet article de blog, il sera sur respect.io, donc rspct.io. Et donc, j'invite tout le monde à aller lire également cet article. Pour le moment, le polo n'est pas encore prêt, donc on ne peut pas te le remettre. Mais dès qu'il est prêt, soit on te le fait parvenir. Si tout ce qui est Covid, etc. est terminé, on vient, on va faire une chouette photo, on pourra la partager sur nos réseaux et voilà, ça pourrait être sympa. Et en tout cas, c'est aussi notre façon de remettre une espèce de... C'est notre avoir d'anneau, en fait, hein, pour montrer que voilà, les invités font partie tous d'une même équipe de ceux qui se bougent, qui ont décidé de faire des choses. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.